Alors que l'Occident veut encore croire qu'il peut imposer ses règles au reste du monde, le discours de Sergueï Lavrov sonne comme un défi ouvert lancé aux puissances occidentales. Dès le départ, il affirme que le monde devient irréversiblement multipolaire et que vouloir freiner cette évolution n'est rien d'autre qu'une illusion politique désespérée. Il accuse l'Europe de pousser l'Ukraine à se battre jusqu'au dernier Ukrainien et rappelle que les sanctions, loin d'affaiblir Moscou, n'ont fait qu'accélérer la quête mondiale d'alternatives au diktat du dollar. Dans cette intervention cristallisation du moment géopolitique, suivie d'échanges particulièrement incisifs, Lavrov aborde des thèmes essentiels. L'effondrement du modèle globalisé construit par l'Occident, l'impatience grandissante des États-Unis face à leurs propres impasses, les origines profondes du conflit ukrainien, la bataille pour le contrôle du récit international, l'émergence du monde non occidental comme acteur autonome, la remise en cause des institutions dominées par Washington et Bruxelles, la lutte contre le néocolonialisme économique, le tournant eurasiatique, la question arctique et l'édification de systèmes financiers et technologiques échappant à la tutelle occidentale. Dans ses mots les plus tranchants, Lavrov affirme que l'Occident s'est accoutumé à jouer avec des règles qu'il change à son avantage et que cette époque touche à sa fin. Une phrase qui pose une question cruciale. Assistons-nous à l'effondrement d'une hégémonie ou au début d'une confrontation encore plus large, où chaque bloc tentera d'imposer sa vision du monde? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. L'URSS contre les citoyens de l'URSS comme lors de la Seconde Guerre mondiale. La Grande Victoire a permis un processus de décolonisation, donner aux peuples leur indépendance dans leur propre État. Il s'agit de régler toutes ces questions. Et donc, le 14 décembre, nous allons commémorer le 65e anniversaire de la déclaration historique de l'octroi de l'indépendance des peuples coloniaux. Nous avons, par l'Union soviétique à l'époque, nous avons, donc cela se fera le 14 décembre, qui sera considéré, proclamé journée internationale contre le colonialisme dans le cadre de la lutte contre le néocolonialisme qui est très actuel. Le ministère des Affaires étrangères continue de coopérer avec le Parti Russie Unie, qui joue un rôle très important dans le mouvement international pour la liberté des nations, pour lutter contre la pratique du néocolonialisme. Il est important de résister aux agressions juridiques à notre initiative de soutien du groupe des Amis de la Charte des Nations Unies. Le 4 décembre a été proclamé par l'Assemblée générale une journée internationale de lutte permettant de former des infrastructures de transport et des institutions financières. Sur la scène internationale, nous essayons d'intensifier les efforts de la communauté internationale pour faire face aux défis et aux menaces transfrontières. En octobre dernier, nous avons signé à l'initiative de notre pays la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, premier document, premier accord international universel de lutte contre l'utilisation des nouvelles technologies pour la criminalité. Il s'agit de lutter contre toute forme de discrimination. Nous continuons de travailler à la consolidation d'un monde russe multiconfessionnel, multinational pour réaliser le décret du président pour le soutien culturel des valeurs spirituelles et traditionnelles de la Russie. Nous apprécions à cet égard le soutien des représentants des confessions, et des diverses confessions et des divers représentants, des
diverses représentations régionales de la Russie. Nous avons également mis en place le premier concours Intervision pour la jeunesse qui est attachée aux traditions pour les générations futures. Nous voulons travailler avec les partenaires internationaux pour faire de ce concours un événement annuel. Bien sûr, il y a les questions interrégionales de coopération intermunicipale avec la représentation dans les régions de la Russie qui utilisent également dans les sujets de la fédération l'ensemble des plateformes liées au ministère des Affaires étrangères. Nous organisons également un forum interrégional avec les partenaires de la CEI et autres. Mes chers collègues, le cap de politique internationale établi par le président comporte une caractéristique à long terme. Il s'agit de travailler à un moment qui constitue un tournant en soutenant sans réserve la politique du pays et en profitant de la compréhension des citoyens. Ceci permet de consolider l'autorité du pays dans le monde. Et en conclusion, j'aimerais une fois encore souligner notre volonté de soutenir les efforts des législateurs dans le cadre de la position internationale de la Fédération de Russie comme pays et de notre pays comme centre d'influence pour former un monde multipolaire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de ce rapport. Les collègues qui souhaitent poser des questions peuvent s'inscrire. Monsieur Martinov, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Comment voyez-vous la dynamique des relations avec l'Europe et les États-Unis? Peut-on attendre une amélioration du processus de lever des sanctions dans une perspective? Eh bien, sur ce sujet, le président s'exprime régulièrement. La situation, bien sûr, évolue. Elle constitue un facteur important et une tendance qui ne se dément pas. L'Occident l'a réexprimé lorsque le président Trump, dans une interview, a considéré que l'Europe empêche de façon artificielle de résoudre le conflit ukrainien en s'attaquant aux causes radicales. Et malheureusement, l'Europe artificiellement empêche ce processus avec les membres qui soutiennent les membres du régime qui ne s'arrêtent pas. C'est vrai qu'ils n'ont plus d'argent. Et bien sûr, il y a la question financière, parce que pour il y a la violation de l'ensemble des règles internationales commerciales. Ils n'ont pas de sources financières et de réserves de devises pour ce faire. Que ce soit les membres de l'Union européenne, les partis d'opposition reconnaissent le manque d'avenir de la poursuite de cette politique. Mais l'Europe a fermé les yeux et continue de vouloir infliger cette défaite stratégique, telle que ça a été souligné dans une interview. Et aujourd'hui, ils doivent reconnaître que la Russie a atteint ses objectifs légitimes et légaux. Mais ces problèmes
constitue un élément sans aucune perspective. Et à cet égard, les États-Unis font preuve d'une certaine impatience. Il a été le seul, immédiatement après son arrivée à la Maison-Blanche, en janvier de cette année, a exprimé une compréhension des raisons qui ont rendu cette guerre inévitable, qui ont jeté les bases de l'action contre la Fédération de Russie. Et le successeur de Biden, tant au niveau de ses relations européennes, s'est exprimé. Le fait que le président Trump ait accepté d'analyser les raisons, les causes radicales de ce conflit et a décidé de les éliminer, à savoir le caractère, par exemple, intolérable de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il a également décidé de redonner les droits qui avaient été foulés aux pieds aux personnes vivant en Ukraine. Et tout ceci, ce processus se déroule de façon active. Je ne peux pas ne pas mentionner l'unité des dirigeants occidentaux qui se soucient des droits de l'homme dans certaines situations, parce qu'il y a des propositions qui ont été discutées en détail avec le président de la Fédération de Russie sur la nécessité de garantir en Ukraine que soient respectés les droits des minorités nationales et de la liberté religieuse conformément aux textes internationaux. Nous en parlons, bien sûr, parce qu'il est très clair que les amendements aux documents américains, je conçois qu'ils soient fermés, mais il n'y a pas de secret s'agissant des droits de l'homme. Et on peut citer les propositions que j'ai faites à la partie américaine concernant les droits de l'homme et les droits religieux. L'interprétation européenne a été réécrite. Et ce que nous avons vu est déjà différent. Quand on dit que l'Ukraine respecte toutes les normes concernant les minorités nationales telles qu'elles ont été édictées par l'Union européenne, tout ça n'est pas vrai. Je pense que la certitude que ce sont les Européens qui sont à la tête du respect des normes, c'est l'une des raisons précisément qui a fait que le président Trump est intervenu et qui font qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais merci beaucoup, Monsieur Zimso. Merci, Madame la Présidente. Actuellement, on est en train de former un monde multipolaire plus juste, qui fait de plus en plus entendre les voix des pays en développement en Afrique, en Asie, en Amérique latine. La politique colonialiste appartient au passé. Il y a eu... Que pensez-vous s'agissant de la manière dont fonctionne l'Occident? Est-ce qu'il y a une formation d'un nouveau monde multipolaire ou est-ce que ce n'est pas possible sans des événements très importants? Non, il s'agit d'un processus objectif, un processus de l'histoire. C'est le résultat de l'accélération du développement économique. Il y a des décennies, quelque temps après la Seconde Guerre mondiale,
Et après la guerre froide, lorsque l'Occident a exprimé ses idéaux de mondialisation, dans l'esprit de Francis Fukuyama, de fin de l'histoire, où les valeurs libérales seront universellement acceptées et que la libre concurrence sera le mode de vie, eh bien cet instrument de mondialisation il s'est avéré que c'était un... Je me souviens très très bien. Je ne sais plus quels étaient les acteurs américains, il y a 20 ou 30 ans, qui ont dit que le dollar n'était pas une propriété américaine, c'était un bien universel susceptible de garantir le fonctionnement de l'économie mondiale de façon plus efficace. Et j'avais mentionné comment le président Trump, j'ai mentionné comme le président Trump dans mes remarques liminaires, avait s'était exprimé contre le fait que Biden avait utilisé le dollar comme système de sanctions. Et il a critiqué le fait que les BRICS voulaient s'attaquer au défi de la domination du dollar. Mais nous ne jetons pas le dollar, mais nous nous en détachons pour se protéger des abus et de son utilisation comme arme politique, et nous allons le faire. Il s'agit d'une ligne agressive des États-Unis. Et cela ne concerne pas que nous, cela ne concerne pas que les pays qui ont été l'objet des sanctions illégales de l'Union européenne. Non, il s'agit de voir ce que nous allons faire demain. Alors cela ne plaira peut-être pas à ceux qui souhaitent contrôler les finances mondiales. C'est pourquoi la tendance consistant à préparer des alternatives de paiement, de plateformes alternatives de paiement, eh bien, ceci se développe de façon stable dans le cadre des BRICS, dans le cadre de l'OCS et des organisations que j'ai mentionnées. Mais le président a dit que ce n'était pas nous qui avions renoncé à utiliser le dollar. On nous l'a imposé parce que c'était une arme qui a transformé le dollar en instrument pour l'Occident, et cela a été fait principalement par les États-Unis. Mais le monde multipolaire se forme, et il montre que ce processus a lieu dans le cadre de l'économie et des finances. Ensuite, il y a la question, j'en ai parlé, de la décolonisation, de la lutte contre le néocolonialisme, qui consiste à faire du colonialisme un système de vie aux dépens des autres. Et lorsque, dans les années 60, les Africains ont proclamé la décolonisation, et lorsque les pays sont devenus de plus en plus indépendants, eh bien, cela a constitué un phénomène politique. Il y a eu des événements solennels à ce sujet, mais assez rapidement, tout le monde a compris que l'indépendance politique n'est pas nécessairement liée à l'indépendance économique et financière. Mais lorsque les pays les membres indépendants adhérents aux Nations Unies s'appuient sur des règles
qui sont liés aux mondialistes africains. Monsieur Museveni, lors du sommet Russie-Afrique en 2023, s'est exprimé et a parlé du marché du café, par exemple. Le marché du café, peut-être cela correspond aux statistiques, constitue à peu près, et s'appuie sur 50 milliards d'euros. Et les grains de café constitue 1,4 milliard. Et tout le reste, le traitement, la vente, etc., toutes ces valeurs ajoutées sont réalisées, tous ces bénéfices sont réalisés en Occident. Et il ne peut pas y avoir d'exemple plus clair sur le fait que l'indépendance politique n'est pas nécessairement liée à l'indépendance économique. Et aujourd'hui, nous discutons avec nos amis africains et nous ressentons un effort de plus en plus important, une volonté de parvenir à une justice économique. Ce n'est pas simplement une libération qui est toujours difficile, mais simplement une justice économique. Et c'est le deuxième réveil de l'Afrique, notamment pour la lutte en faveur de ses intérêts dans l'économie mondiale. Les sociétés des pays d'Amérique latine et des Caraïbes, avec l'arrivée du président Lula à la tête du Brésil, eh bien, il a initié des discussions sur comment les Occidentaux vont utiliser de façon capricieuse des leviers du système financier. Ces processus constituent une force, et le fait de discréditer tout cela fait du bruit lorsque nous opposons le respect de la propriété, la présomption d'innocence et beaucoup d'autres éléments. Eh bien, ils sont toujours mis en avant pour punir la Russie. Malgré tout ce que nous avions dit et tout ce qui a été, et malgré le fait que nos intérêts nationaux ont été ignorés, eh bien cela aboutit à l'opération militaire spéciale. C'est pourquoi la mondialisation imposée par Washington après la guerre froide, eh bien ces principes n'ont pas été respectés, puisqu'au lieu d'une mondialisation, nous avons eu une fragmentation en s'appuyant sur des mécanismes régionaux, et l'expression de notre concept pour la sécurité euro-asiatique, pour le système de coopération, pour la formation d'un partenariat économique, logistique, de transport, d'infrastructure. Eh bien, il répond aux tendances qui se sont exprimées, et cela recueille l'adhésion d'un certain nombre de pays et recueille de plus en plus d'intérêt. Le président a formulé notre tâche dans ce domaine. Nous y travaillons, et je l'ai mentionné à nos amis biélorusses qui réunissent une conférence sur la sécurité asiatique, une conférence annuelle. La 4e aura lieu l'année prochaine. Il y en a eu déjà 3. Qui concerne l'intérêt de l'espace euro-asiatique, mais également de sa partie occidentale. Le président Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères Szijjártó de Hongrie y participe, tout comme les Slovaques participent. Et c'est la représentativité de ces participants est de plus en plus claire. Vous savez,
monde multipolaire prend vie et tout ceci s'accumule. Et les dernières remarques. Pourquoi la Chine constitue un concurrent principal? Parce que la Chine a adopté des règles du jeu dans le cadre de la mondialisation. Elle a amélioré les mécanismes pour participer à ce processus. Et en ce sens, elle a gagné. Et ceux qui avaient pensé la mondialisation, ils l'avaient pensé en fonction de leurs règles. Et aujourd'hui, eh bien, regardez ce qui se passe avec les Américains, avec l'Europe occidentale. En matière de production, etc. Donc, tous ces projets internationaux qui avaient été considérés comme un bien, eh bien étaient uniquement utilisés pour les intérêts de certains. Et c'est pourquoi il convient de rafraîchir la mémoire de tout le monde. Et le vieux système a été cimenté par un certain nombre d'institutions, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Organisation mondiale du commerce. Eh bien, tout ceci est en train de se transformer indépendamment du format de coopération occidentale, pratiquement, parce que personne ne veut fermer le FMI, la Banque mondiale ou l'OMC. Mais parallèlement, il y a un processus de réforme avec les pays des BRICS, de l'OCS et autres, en fonction des réalités du monde moderne. Le FMI, au FMI, les pays du Sud n'ont pas le poids qu'ils devraient avoir, et c'est pourquoi une réforme est absolument nécessaire. Et les États-Unis souhaitent conserver leur droit de veto, comme l'a fait Biden en présentant, par exemple, les chiffres du financement du régime de Kiev. Mais l'Organisation mondiale du commerce, une fois, suite au fait que la Chine est de plus en plus concurrente sur le marché mondial, eh bien, les États-Unis bloquent, par exemple, les vacances de poste dans l'organe de règlement des différends. C'est pourquoi ces structures doivent être réformées. Mais j'ai exprimé la nécessité de réforme du FMI, de l'OMC et de la Banque mondiale pour que cela se fasse de façon plus sûre. Merci beaucoup, Madame Nikonorova. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Tous ces efforts pour résoudre la crise ukrainienne, on a été particulièrement attentif aux droits de l'homme. Le blocus de l'information des pays occidentaux et toutes ces informations mensongères sur la Russie, il faut élargir les programmes de diffusion de l'information vers les auditoires étrangers, s'agissant de Sputnik et de Russia Today. Mais il existe des mécanismes existe-t-il des mécanismes dans ce domaine? Alors, Sputnik et RT sont en langue étrangère, mais leur contenu est également en russe et s'adresse à notre communauté
russophones. Ces programmes sont diffusés également en russe, mais vous avez tout à fait raison. Ce sont les citoyens qui sont floués, si vous passez cette expression, avec ce narratif particulier. Mais à côté des médias sur la scène internationale, nous avons deux médias qui emploient parce que ni RT ni Sputnik n'ont reçu l'accréditation au Palais de l'Élysée. Et cela avait été refusé par Macron et ses fonctionnaires qui avaient dit vous n'êtes pas un média mais un instrument de propagande. Et cette question a été donc présenté à nos collègues français et le président Macron a dit que et ça n'a rien changé. Nous avons essayé de présenter de nous battre, mais il y a eu des faits, mais il n'y a pas eu d'exemple pour s'appuyer sur ces questions. Donc, ici, il faut soutenir nos médias qui sont minoritaires sur le marché international de l'information. Il faut soutenir les médias occidentaux qui réveillent les consciences. Il faut travailler de façon parce que bien sûr, ils doivent présenter des faits de façon indépendante. Ils doivent pouvoir le faire. Mais il faut travailler, y compris sur le plan diplomatique, avec un certain nombre par exemple, pour ce qui est de Boutcha, lorsque, en guise de bonne volonté, le président a rappelé que nous étions parvenus à un accord sur les principes du règlement du conflit ukrainien, et c'était au début du mois d'avril 2022, lorsque il y avait eu un accord, mais à la demande de nos collègues occidentaux, nous sommes sortis de la banlieue de Kiev, y compris de Boutcha, en 2 jours. Pendant 2 jours, le maire de la ville n'a rien dit. Il est revenu dans sa banlieue, sans problème. Et tout d'un coup, il y a eu des journalistes de la BBC qui ont commencé à prendre des photos. Mais pas dans des sous-sols, dans les villes, dans les rues du centre-ville, on commençait à montrer des cadavres qui, soi-disant, étaient là depuis 3 jours. Et vous vous souvenez que ça a abouti à des accusations, des sanctions. Et depuis, nous essayons de parvenir à la vérité depuis 4 ans. Et je l'ai mentionné à plusieurs reprises lors de mes rencontres avec les collègues sur le fait que, y compris auprès de M. Gutiérrez qui m'a dit dans les yeux, mais donnez-moi une liste des personnes de manière à démontrer que le groupe de la BBC et je n'ai pas eu de réaction. Nous avons écrit une lettre officielle au secrétaire général de l'ONU, au commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et à l'ensemble des structures créées par le Haut Commissariat concernant l'Ukraine. Pas de réponse. Et lorsque le secrétaire de la presse donc a parlé nous avons parlé de transparence, mais parfois nous ne pouvons pas divulguer des informations parce qu'il s'agit de la vie des gens. Mais c'est tout à fait drôle et il faut
que l'ONU arrête de jouer un rôle unilatéral, unipolaire, et arrête de s'ukrainiser et surtout joue le rôle de l'OTAN et de l'Union européenne. Et donc, oui, nous avons des positions importantes pour la Russie en matière de lutte contre le terrorisme. Sur les questions de développement économique et social, mais les questions politiques, les questions de maintien de la paix, d'établissement de la paix, les questions humanitaires pour le monde entier, les questions de garantie de sécurité du système de l'ONU, eh bien, tout ceci influe sur l'activité des mécanismes du secrétariat, sur le budget, eh bien, tout ceci est de plus en plus utilisé de façon inacceptable. Et il faut réfléchir à l'avenir de l'ONU pour que tout ceci ne se répète pas et pour qu'on ne voit pas se répéter ce qui s'est passé à l'OSCE. Et par conséquent, pour ce qui est du soutien aux médias, comme élément pour faire la vérité sur des questions difficiles, eh bien, nous avons une diplomatie pour cela, une diplomatie parlementaire. Nous avons, il y a également des organisations comme des ONG comme l'organisation de Maxime Grigoriev, qui présente des faits des crimes du régime ukrainien. Le fait que ces gens se rendent au sein des structures comme celle de l'OSCE, tout ceci est ignoré, tous ces faits sont ignorés, des faits mais ce n'est pas si simple. Merci, chers collègues. Autre sujet à ajouter sur fond de ces informations mensongères quotidiennes du régime de Kiev sur la situation du front, sur la ligne de contact. Et chaque jour, il parle de Peremoga, c'est-à-dire de victoire en ukrainien. Et Vladimir Poutine avait proposé ouvertement aux représentants des médias, y compris occidentaux, de venir sur la ligne de front pour voir de leurs yeux les unités ukrainiennes, que les unités ukrainiennes se trouvent encerclées, et il les a tous invités à venir sur place. Nous créerons les conditions de sécurité. Vous aurez tous les moyens de voir de vos yeux. Et il n'y a eu aucune réponse. Alors évidemment, ils ont des valeurs, entre guillemets, la liberté de parole, la liberté d'information. Mais personne n'a répondu. 2 fois, le président Poutine a proposé aux journalistes de venir. Et donc, voilà la vérité. Merci. Monsieur Shevchenko, à vous. Madame, Monsieur le ministre, je suis ici. Quand on voit les questions de coopération au niveau de l'Arctique et des pays et un affaiblissement du Conseil de l'Arctique, quels sont les mécanismes alternatifs qui peuvent être utilisés pour assurer le développement suivi de la région et la défense de nos intérêts à l'international? Le Conseil de l'Arctique conserve ces mécanismes. Les membres occidentaux dans cette structure importante et centrale pour la définition de nos actions, et donc les participants occidentaux comprennent que la situation est une impasse aujourd'hui, alors qu'il y a une réalité géographique, politique, technologique qui est importante dans laquelle notre pays a la supériorité. Et donc les réunions au niveau des ministres se poursuivent, surtout les rencontres au niveau des experts, parfois sous forme de visioconférence. Mais en tout cas, le Conseil de l'Arctique continue à exister. Je considère que
il reviendra à un moment à son potentiel, ce Conseil. Ça va prendre un certain temps, d'autant plus que les pays d'Europe septentrionale, la Finlande, la Norvège, la Suède, ont des gouvernements qui ne mènent pas une politique constructive, mais néanmoins, il y a des sessions qui sont organisées au niveau du Conseil à différents niveaux, et sa 19e session, qui a eu lieu au mois de mai de cette année, a malgré tout adopté une déclaration qui reflète la position générale selon laquelle le Conseil de l'Arctique constitue une structure importante pour soutenir la paix et la stabilité dans la région, en réunissant les conditions les plus favorables pour la mise en œuvre de certains grands projets. Indépendamment de tout ce qui se produit aujourd'hui, nous sommes pour que ce Conseil de l'Arctique soit maintenu, pour qu'il fonctionne de façon aussi efficace que possible et face à l'ukrainisation de l'ordre du jour politique. Et en ce qui concerne la conquête des hautes latitudes, la route maritime du Nord, la coopération entre les pays, avec nos partenaires stratégiques que sont la Chine, l'Inde, indépendamment des projets du Conseil de l'Arctique lui-même. Tout cela, c'est la politique que nous poursuivons, c'est-à-dire nous sommes pour le renforcement des relations avec les pays amicaux. Il y a aussi cette structure qui avait été créée parallèlement au Conseil de l'Arctique. C'est une organisation non gouvernementale des pays septentrionaux, donc des pays qui reprend les mêmes pays. C'est le Forum du Grand Nord avec les mêmes pays, et c'est une structure plutôt au niveau des entreprises pour harmoniser les travaux du Conseil de l'Arctique, mais il y a un certain ralentissement des activités des structures intergouvernementales. Bon, il y a donc ces deux structures qui existent. Le thème de l'Arctique qui est régulièrement abordé lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, et comme il y a aussi l'Arctique comme territoire de dialogue, c'est notre forum qui se réunit régulièrement et consacré à l'Arctique et qui est au cœur d'une attention importante. Et encore trop récemment, il y a un forum international qui a été mis en place, l'Arctique territoire du présent et du futur. Donc il y a différentes formes de coopération qui existent et qui ont droit de citer, dans la mesure où justement nous encourageons le rôle des régions sur le plan des relations économiques, sur le plan des relations extérieures, avec tous les acteurs possibles. Et c'est justement dans ce cadre-là que de grandes initiatives peuvent être proposées. Oui, évidemment, toutes ces structures que j'ai évoquées, évidemment, ce serait bien qu'elles se coordonnent pour éviter les doublons, pour qu'il y ait plutôt une complémentarité. Mais en tout cas, nous travaillons aussi dans ce domaine avec les responsables des différents services de l'État qui sont impliqués. Merci, chers collègues. Il va falloir achever les questions. Nous allons donner la parole à Monsieur Uvarkin. Ceux qui n'ont pas pu poser de questions pourront les adresser par écrit au ministre. Y a-t-il des objections? Monsieur Uvarkin, à vous. Madame Uvarkina, pardon, à vous. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour le système sage de mise en place des relations internationales que vous mettez dans votre intervention. Vous avez présenté l'orientation principale de notre pays dans ce système en fonction des réalités du terrain.
Alors, compte tenu des actions entreprises par des pays hostiles vis-à-vis de la Russie, quelles sont les grandes priorités aujourd'hui de la Fédération de Russie? Et dites, quels sont les défis à relever dans ce sens? Oui, c'est une question, je dirais, assez vaste. Vous pouvez répondre, Monsieur le Ministre, de façon brève. Je vais essayer d'être bref, oui. Mais avant tout, il faut reconnaître le fait que, effectivement, cette question ne relève pas seulement de la compétence, même pas tant de la compétence du ministère des Affaires étrangères que de l'ensemble de l'État. Nous avons tout un tas de mécanismes intergouvernementaux, interministériels, pardon, qui ont été mis en place et qui vivent juste. Il y a eu notamment, justement, il y a 2 jours, le Conseil d'orientation stratégique sur les grands projets nationaux qui définit justement ce qu'il faut faire en priorité pour répondre aux défis que vous avez évoqués. L'essentiel, c'est qu'il faut s'appuyer, j'ai commencé par ça aujourd'hui, il faut s'appuyer sur les objectifs identifiés et qui concernent notre ministère, c'est-à-dire une politique extérieure qui puisse assurer autant que possible des conditions favorables pour notre développement intérieur, la sécurité, la croissance économique et le bien-être de la population. Et toute cette architecture, tous ces mécanismes au niveau de l'État, du gouvernement, au niveau des ministères et des différents services, visent justement à satisfaire tous ces objectifs de façon harmonieuse et cohérente. Merci, cher Monsieur le Ministre. Alors, j'ai du mal à choisir un épithète, mais votre exposé a été particulièrement brillant. Je vous remercie. Monsieur Yetskin, merci pour votre exposé très détaillé. Je tiens à informer que la semaine dernière, nous avons eu une visite d'une délégation parlementaire de la Fédération de Russie en République socialiste du Vietnam. Merci aux ministres et à ses adjoints et tous les délégués qui ont été présents lors de cette visite. Et je dois dire que cette visite a été remarquable. Et cette visite s'est tenue à un moment très favorable, au moment où nous avons d'excellentes relations avec nos collègues vietnamiens. Mais il faut aussi noter que on peut dire que la lutte pour le Vietnam se poursuit et il nous paraît important de préciser que le renforcement et l'extension de ces relations sur les différents projets que nous menons avec le Vietnam sont importants au cours des rencontres que nous avons eues au niveau parlementaire et des commissions interparlementaires entre nos 2 pays. Nous avons accordé une attention particulière à la construction d'une centrale nucléaire au Vietnam avec un centre de recherche et d'innovation et une école russe à Hanoï. Et nous invitons donc nos collègues du ministère à travailler de façon davantage active dans ce plan pour mettre en place un plan de coopération entre nos deux États pour les années 2026 et 2027, et la signature d'un tel document sera effectivement une étape importante. Je vous remercie. Monsieur Mansourov, Monsieur le ministre, très heureux, comme toujours, de vous voir ici, de vous voir répondre aux invitations du Conseil de la Fédération. Et je sais qu'à chaque fois, vous éprouvez ces sentiments de sincérité. Et invité par la présidente, Madame Matvienko, vous avez vu montrer que votre biographie est riche au service de l'État. Et il me semble que tous les documents que vous proposez dans ce domaine, tant dans le contenu que dans la forme, sont particulièrement utiles. Et je suis convaincu que vous serez d'accord avec moi. Une nouvelle fois, nous parlons du fait que la Russie est dans des temps où notre diplomatie, notre armée et notre flotte sont unies.
Notre président, Vladimir Poutine, promeut les intérêts de notre pays. Nous voyons aussi le travail acharné qui est fait par vos services au service de l'État. Et nous apprécions votre tact et c'est une illustration de la diplomatie que vous menez face à ceux qui veulent, en provenance du jardin européen, mener des actions hostiles. Mais nos diplomates, en général, ne se permettent pas de s'abaisser à ce genre de considérations, et cela me paraît très sage. On dit d'habitude « qui est ton ami ?» et je te dirai qui tu es. Dans le Caucase, les anciens disent « qui est ton ennemi ?» et je dirai qui tu es. Et donc, ici, on ne peut accepter comme ennemis que ceux qui sont dignes et non pas les micro-fonctionnaires qu'on voit en face de nous. On nous conseille parfois de ne pas être attentif à ces micro-États tels que sont les pays baltes qui prononcent des discours belliqueux à l'égard de la Russie. On pourrait être d'accord et évidemment fermer les yeux sur tout cela, mais en réalité, après tous ces justes travaux, essayer de rester serein. Et effectivement, il faut, et évidemment, s'il y a un sanglier qui vient de là-bas, il faut savoir lui mettre une balle dans la tête. Et donc la Russie sait être attentive à tout ce qui compte. Et donc de tout cœur, je vous souhaite, Monsieur le ministre, et à tout notre corps diplomatique, beaucoup de patience et de réussite. Merci. Merci pour votre façon de vous exprimer très imagée. Monsieur Volambiov, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, la semaine dernière, une délégation s'est rendue au Laos à l'occasion du 50e anniversaire de la proclamation de l'indépendance. Nous avons rencontré le président, les représentants de l'Assemblée, du gouvernement et d'autres dirigeants laotiens. Et je voudrais souligner l'attitude particulièrement amicale des autorités du Laos à l'égard de notre pays. Cela se manifeste dans tout. Nous avons parlé de notre coopération interparlementaire, des relations économiques et commerciales, et aussi au niveau de la culture. Cher Monsieur Lavrov, on peut dire que ça peut être aussi s'incarner dans la construction d'une école russe à Vientiane. Vous savez que ce projet est soutenu par le président laotien lui-même, et ce qui a été rappelé lors de sa visite ici. Et pour que ce projet soit mis en œuvre, nous pourrions conclure donc un accord justement interparlementaire, et je vous demanderai, compte tenu de l'aspect culturel important de ce grand projet, d'apporter votre contribution pour le perfectionnement de ce texte si important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous demande de noter à part ce point, puisque cela joue un rôle dans nos relations avec le Laos. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, à l'heure actuelle, dans la région arctique, on voit une situation internationale délicate. Toutes les puissances occidentales unissent leurs efforts pour endiguer la Russie. Et le caractère exceptionnel de l'Arctique était aussi une voie de coopération. Et déjà, en 1973, avait été signé un accord sur la préservation de l'ours polaire. Une convention de l'ONU avait été signée dans ce sens. Monsieur Lavrov a indiqué l'activité du Forum du Grand Nord, et c'est effectivement aujourd'hui la seule structure fonctionnant réellement sur le plan international vis-à-vis de l'Arctique. Elle unit 12 régions de la Fédération de Russie, pays étrangers et partenariats entre les entreprises. La semaine dernière, au Kamtchatka, lors d'une conférence de vulgarisation scientifique, avait été justement promu un système de mise d'accord sur la mise en valeur
valeurs des territoires et un échange d'expériences. Et ce forum du Grand Nord renforce cette coopération dans les domaines culturels et lance de nouvelles initiatives. La Fédération de Russie est la plus grande puissance arctique et promeut des coopérations sur la base du respect et de l'égalité des intérêts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Kosachev, à vous. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier notre diplomatie toute professionnelle pour son action en matière de soutien à la diplomatie parlementaire. C'est ce que nous voyons tous les jours. Nous avons des contacts bilatéraux sur les structures internationales. Vous en avez parlé aujourd'hui. Ce n'est pas toujours très simple puisque nos adversaires cherchent à mettre leur mainmise sur ces structures. Il y a le Conseil de l'Europe, par exemple, l'OSCE et d'autres plateformes de discussion. Mais là où ils n'ont pas la majorité, en tout cas, nous leur laisserons jamais entre les mains ces structures, ça c'est clair. Et c'est le cas, par exemple, notamment dans ce que nous pouvons faire en matière de coopération interparlementaire. Il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a les BRICS. Là aussi, nous travaillons de façon étroite avec nos homologues des ministres des Affaires étrangères des autres pays. Et je pense que sur toutes ces questions, nous pourrons continuer à avancer et nous continuerons à agir en ce sens. Merci. Une minute, parce que nous devons laisser partir Monsieur Lavrov. Il a dans 5 minutes une réunion importante. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en septembre de cette année, sur ordre du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, la Kalmykie a accueilli le Forum international du bouddhisme avec 7000 participants et des participants venant de 35 pays, parmi eux de hauts représentants de gouvernements, des diplomates, des dirigeants spirituels, des scientifiques, des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et même d'Europe. Nous avons plus de 50 réunions sur le plan culturel, sportif, etc. Et le gouvernement de Kalmykie a eu des relations avec des délégations d'Inde, de Cambodge, de Chine et d'autres pays asiatiques. Et Monsieur le ministre tient à dire de la part du gouvernement de Kalmykie et de tous les responsables de la République, nous tenons à nous exprimer notre reconnaissance pour toute votre aide et assistance dans l'organisation de ce forum international significatif. Et je tiens à noter l'excellent travail mené par nos ambassades au Népal et plusieurs pays asiatiques. Et je tiens à remercier le ministère dans le rôle qu'il joue ici. Pour la première fois dans notre histoire contemporaine, nous avons eu des reliques de Bouddha d'Inde qui sont venus, et donc plus de 100 000 croyants de Kalmykie et d'autres régions de notre pays ont pu s'incliner devant ces reliques. Et donc ce forum a été pour nous une étape très importante. C'est une source d'inspiration dans la politique extérieure de notre pays. C'est un avantage concurrentiel considérable pour notre pays. C'est un élément de confiance et particulièrement constructeur. Cher Monsieur Lavrov, merci de considérer la possibilité de poursuivre ces échanges dans le cadre du bouddhisme pour parvenir à un niveau stratégique plus significatif. Merci beaucoup d'avoir abordé ce thème important. Et Madame la Présidente, chers collègues, du nom de la Commission de coopération internationale, nous avons formulé une proposition sur la poursuite de cette politique extérieure de la Russie. Ce document reprend les grandes priorités dans les conditions actuelles et propose des recommandations concrètes pour la Fédération de Russie.
qui concerne les ministères spécialisés. Et la Commission propose d'adopter aujourd'hui ce texte. Je vous propose de valider. Est-ce que c'est bon pour vous? Pas d'objection? Cher monsieur Lavrov, je ne vais pas me répéter. La discussion que nous avons eue aujourd'hui était très approfondie. Je tiens à remercier de la part de tous les sénateurs, de tous mes collègues, vous exprimer ma grande gratitude à vous personnellement, à l'ensemble du personnel du ministère, à nos représentations et ambassades à l'étranger pour le travail titanesque que vous menez dans les conditions actuelles pour répondre aux défis qui se posent aujourd'hui, pour défendre nos intérêts nationaux. Chers collègues, notre ministère des Affaires étrangères est effectivement un des rares au monde qui a su préserver cette grande école diplomatique. Nous sommes toujours très fiers de nos diplomates, de la façon dont ils savent défendre les intérêts de la Russie. Donc, remerciement tout particulier à vous, Monsieur Sergueï Lavrov. Je le répète encore, vous êtes le ministre russe des Affaires étrangères le plus connu dans l'histoire récente et dans le monde. Vous êtes particulièrement révéré dans notre pays. Les gens voient le travail que vous accomplissez en grand virtuose, en grand professionnel. Et donc, c'est un très grand respect que nous manifestons de la part de toute notre société à vous. Donc, toute ma reconnaissance. Vous avez noté l'activité des entités de la Fédération de Russie. C'est très important, évidemment, pour nous, puisque nous représentons les régions. Donc, nous avons le Conseil des autorités régionales. Je rappelle qu'il a été créé en 1995. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'humeurs séparatistes dans certaines régions, soutenues par certains pays occidentaux. Et c'est précisément le ministère russe des Affaires étrangères, à l'époque, qui avait décidé d'adopter une loi encourageant les relations économiques au sein d'un conseil et avait décidé de lancer la publication d'une revue sur les relations internationales au niveau des régions. Et c'est très important aujourd'hui encore parce que cette coopération interrégionale complète tout à fait les relations entre les États sur le plan économique, sur le plan des investissements, sur le plan culturel. Et évidemment, il y a aussi le forum interrégional qui se déroule sous l'autorité du ministère, et tout cela est orienté à renforcer notre coopération, et cela est au cœur de notre attention. Chers collègues, malgré toutes les difficultés existantes aujourd'hui, celles auxquelles est confronté notre pays, toutes les turbulences que nous observons dans le monde, la Russie continue à être leader dans le monde pour la promotion d'un monde multipolaire. Le nombre de pays amis et qui sont bien disposés à l'égard de la Russie ne cesse d'augmenter. Il n'y a absolument aucun isolement de la Russie par définition. Et de notre collègue, nous encourageons la coopération interparlementaire avec les différentes organisations internationales et nationales. Nous faisons notre maximum pour soutenir ces relations et promouvoir nos intérêts sur l'arène internationale. Encore une fois, je remercie le ministère des Affaires étrangères pour ce travail au quotidien qui est mené de façon suivie. Nous validons sans arrêt nos actions. Merci encore, Monsieur le ministre, à cette heure gouvernementale. Et merci encore pour ces discussions très intéressantes sur l'ordre du jour. Monsieur Karachine a proposé d'adopter la déclaration. S'il y a des propositions sur des ajouts à apporter,
Merci de le noter. Donc, qui est pour l'adoption immédiatement? Je vous prie de procéder au vote. Décision validée. Encore une fois, merci Monsieur le Ministre pour toute votre équipe et merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Merci, dit le ministre. Nous poursuivons nos travaux. Question suivante. Madame Goumerova. À vous la parole. Merci, chers collègues. Donc la loi élaborée par les sénateurs avec cette aide de Madame Matvienko concerne les enfants qui reçoivent une éducation dans les différentes régions du pays. Dans certains internats, il y a des nécessités. Actuellement, le financement, les dépenses concernent donc sont à la charge des parents. Nous voulons renforcer la possibilité de financement pour l'alimentation, l'hébergement dans les internats. Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, au nom de Monsieur Tsikaretski, qui a soulevé cette question à la présidence du Conseil, et vous remercier Monsieur Artomonov, qui a travaillé sur cette question avec les responsables des finances de notre gouvernement. Loi qui serait votée au 1er janvier 2026. Merci beaucoup, merci. Mais il serait juste de dire de remercier aujourd'hui le Premier ministre Mishustin, le ministre des Finances, M. Grigorenko, et pour le soutien à cette proposition lors de notre rencontre avec le gouvernement. Merci beaucoup, chers collègues. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je soumets au vote l'approbation de la loi fédérale. Je vous demande de voter. Document 588. C'est une très bonne nouvelle pour nos enfants très talentueux qui pratiquent les arts dans nos écoles.